Je vous retrouve pour un nouvel update lecture qui sera donc l'update lecture de la fin du mois de mars. Je vous mets dans le petit i le début de mes lectures du mois de mars. Voilà. Donc on va passer à la fin et comment vous dire que je ne sais pas ce qui s'est passé clairement. Ce mois-ci j'ai explosé tous mes records, toute année confondue. Car j'ai lu 25 romans. Voilà, donc sur un mois qui dure 31 jours, 25 romans c'est plutôt pas mal, en sachant que en dehors de ces 25 romans, j'ai lu aussi en tout 5 BD et 10 mangas, même si je les compte pas trop parce que ça se lit très très vite, donc en vrai, voilà. Mais quand même 25 romans c'est beaucoup, donc voilà, je vous ai déjà fait, comme je vous disais, la première partie du mois de mars. On passe à la deuxième qui a été hyper fructueuse, clairement. Et surtout en bonne lecture, et ça c'est cool. Donc je vais vous présenter tout ça. Installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson chaude, surtout qu'au moment où je tourne, le 1er avril, il neige. Voilà. Et c'est parti. On va enchaîner avec les graphiques parce que, comme je vous le disais, j'ai lu des bandes dessinées que j'ai reçues de la part de Casterman, gentiment, parce que je les avais pas demandé celles-là, mais écoutez, ils m'ont fait un colis surprise, ce qui est vraiment très sympathique. Et du coup, j'ai reçu les 3 premiers tomes de Alix Origine. Donc ici, on a l'enfance d'un Gaulois, le peuple du feu et le démon de Toralba, donc chez les éditions Casterman, évidemment. Alors, Alix, donc il y a la saga principale qui a été créée par Jacques Martin. Donc c'est Alix qui est grand. Et je le connais parce que mes parents étaient très fans, enfin aimaient beaucoup cette saga. Je l'ai jamais lu malheureusement, ou alors je m'en rappelle vraiment pas. Mais du coup j'étais très contente de découvrir Alix Origine et surtout avec mon œil de novice, clairement, vu que je ne connais pas vraiment la série principale. Ici c'est de Laurent Libessard et Marc Bourgne, donc toujours forcément inspiré de la saga principale de Jacques Martin. Et c'était vraiment très chouette. Alors ça reste très jeunesse évidemment, étant donné que on suit Alix qui a 10 ans, donc les origines, etc. Donc ça reste très jeunesse, très abordable. Les dessins sont vraiment chouettes. Les dialogues aussi, voilà, je vous montre un peu des planches, etc. Et surtout, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'à la fin de chaque BD, on a une sorte de dossier pédagogique qui, par exemple, donne des informations supplémentaires sur l'époque, sur comment les Gaulois habitaient, enfin, où les Gaulois habitaient plutôt, comment est-ce qu'ils vivaient, les armes, etc. Donc voilà, ici, par exemple, on nous explique qui sont les Gaulois, comment se présentait une ferme gauloise, les armes que les Romains ou les Gaulois utilisaient. Enfin voilà, c'était super cool et je trouve ça super chouette d'allier fiction et du coup côté un peu plus pédagogique pour les enfants. C'est vraiment chouette, donc je ne peux que vous la conseiller, par exemple si vous êtes prof d'histoire, voilà, ou si juste vous êtes fan d'Alix et que vous voulez voir ses origines, ou si juste vous voulez faire découvrir peut-être à des plus jeunes l'histoire romaine, gauloise, etc. Je vous le conseille. Donc pour l'instant il n'y a que les 3 premiers tomes. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y aura dans cette série, en sachant que le 3e tome sort le 6 avril. Donc voilà, c'est très récent. Mais écoutez, c'est très chouette. Le prochain graphique, enfin c'est pas vraiment un graphique, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, c'est surtout un beau livre. Il s'agit du Magicien d'Oz, donc illustré par Benjamin Lacombe, et le texte vient de Sébastien Pérez. Alors Benjamin Lacombe, c'est vraiment un illustrateur que j'adore. Je pense comme beaucoup de gens, son univers est très particulier, on le reconnaît très bien, on reconnaît très bien ses illustrations. Mais j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est de ce style-là. Si jamais vous ne connaissez pas, je vais essayer de vous en montrer une autre, voilà, dans ce style-là. Alors, en sachant que le Magicien d'Oz, je n'ai jamais vu le film, je connais vaguement l'histoire principale, mais sans plus. Donc j'étais très contente de le découvrir dans cette version-là. Quelle ne fut pas ma surprise en fait de me rendre compte que ce n'était pas du tout l'histoire originale, mais bien une réécriture. Et là on est du point de vue de l'épouvantail, donc en fait c'est l'histoire de base mais vue par l'épouvantail. Donc il y a pas mal de trucs qui sont un peu skippés parce que l'épouvantail n'était pas là, ou bref. Donc écoutez, c'était très intéressant, ça m'a donné envie de découvrir l'histoire basique et de voir un peu à quoi ça, de voir un peu comment c'est fait.
Mais vraiment, j'ai passé un super bon moment. Ça se lit assez vite, c'est très bien écrit, voilà. Les dessins apportent vraiment quelque chose de plus. Et puis, bah, je sais pas, c'est toujours agréable en fait de lire une histoire quand c'est aussi beau et aussi bien illustré. Donc voilà pour le beau livre du mois. On va passer maintenant au roman parce que bien évidemment c'est ce que j'ai lu le plus. Clairement en plus j'ai lu beaucoup. Là j'en ai beaucoup à vous présenter et c'est pas des pavés. Hein. C'est ça le pire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense clairement que de combiner 2 challenges en même temps, mon esprit de compétition a explosé et voilà. Donc écoutez, je suis très contente, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais commencer tout d'abord par les livres que j'ai lus sur ma liseuse. Oula, il a failli y avoir un accident. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus sur ma liseuse. Bonjour. Bonjour petit chat. Oh, aïe. Aïe. Tu vas pas faire des bisous? Oh le bébé. Oh les bébés. J'ai lu de Oksana Hope, Lebenstunnel, j'ai lu le 1, le 2 et le 3 qui sur les 4 tomes. Donc, je voulais attendre d'avoir lu le tome 4 pour vous en parler, mais je ne sais pas quand, enfin je vais sûrement pas traîner à le lire, mais voilà, donc écoutez, je vais vous en parler maintenant. Donc, Lebenstunnel, c'est une uchronie hyper cool, franchement je m'y attendais pas, alors ça reste assez young adulte. Imaginez-vous, vous êtes dans un monde où Hitler a gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et donc que le nazisme est au pouvoir en Allemagne. Et enfin voilà, c'est super chouette. Enfin super chouette. C'est super original je trouve, et franchement l'autrice elle a bien maîtrisé ça. Donc on va suivre une jeune fille qui... je ne sais même plus comment elle s'appelle alors que... Godzilla. On va suivre une jeune fille, je sais même plus comment elle s'appelle alors que j'ai quand même lu 3 romans, bref c'est pas très grave. Attention les BD toi hein. Oui t'as besoin d'attention toi là hein. Comment ça se passe? Donc on va suivre une jeune fille qui vit dans un monde uchronique dans lequel Hitler a gagné la Seconde Guerre mondiale et donc le nazisme est un peu, enfin est clairement le parti politique qui a pris de l'ampleur dans le monde entier. Elle vit à Germania, donc l'ancienne Allemagne, on est une centaine d'années après je crois, quelque chose comme ça, et donc ben voilà, on suit une jeune fille qui du coup est une aryenne pure et dure, clairement, stéréotypée, clair et net et précis, et on vit dans un monde où en fait ben, les personnes qui ne sont pas aryennes n'existe plus, voilà. Jusqu'au jour où notre héroïne va revenir chez elle tranquille ou bilou et elle va rencontrer une jeune femme qui est enceinte et qui veut s'enfuir par une bouche d'égout. Elle va l'aider, alors que, enfin, de base, elle n'est pas censée l'aider, mais elle va quand même l'aider et elle va se retrouver embarquée avec cette jeune femme dans les égouts et en fait se rendre compte que eh bien, les personnes non aryennes n'ont pas disparu du tout et vivent en fait dans les égouts. Voilà. Donc elle a été embarquée de force dans un monde qu'elle ne voulait même pas connaître, etc. Sauf que maintenant elle est un peu entre les deux parce que son peuple arien la considère comme une traîtresse et elle n'est pas du tout acceptée parmi les non-ariens, on va dire, parce que c'est une arienne. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est assez intéressant. Les livres sont très rapidement lus parce qu'ils ne font pas énormément de pages sur liseuse, entre 200 max 300, et franchement c'était super cool. Alors il y a beaucoup, alors au début ce qui m'a un peu perturbée dans le premier tome, c'est que je trouvais qu'il y avait pas mal d'incohérences, il y avait des trucs qui étaient pas très clairs, c'était très facile et tout, et en fait l'autrice elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a retourné toute la situation qui fait que toutes les incohérences, tout ce qui était trop facile et trop rapide, ça passait nickel quoi. Donc vraiment j'ai adoré. La fin du premier tome, elle m'a retourné la tête, donc du coup j'ai continué le deuxième tome. Le deuxième tome pareil, elle m'a retourné la tête mais comme pas possible. Et le troisième tome pareil, du coup j'ai très très hâte de lire la fin de tout ça. Et franchement c'est fou parce que ça part vraiment, déjà l'idée de base est vraiment originale je trouve. Elle maîtrise parfaitement bien son sujet, son thème, etc. C'est
c'est assez forcément les nazis c'est pas des gentils, donc voilà, c'est assez descriptif parfois les fusillades ou la torture ou etc. Et donc ça reste young adulte, mais en même temps young adulte plus quand même, parce qu'il y a des scènes qui sont assez choquantes, et c'est parfaitement dans l'esprit malheureusement de ce qu'est le nazisme et de ce qu'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve que l'autrice elle a quand même bien maîtrisé ça. Et enfin voilà, c'était vraiment génial. Et les retournements de situation, franchement, je m'y attendais tellement pas. Et franchement, c'était super cool. Donc écoutez, je ne peux que vous conseiller cette saga. J'espère vraiment que la fin de 4e tome, qui sera donc le dernier, sera à la hauteur entre guillemets de cette saga, et que enfin ce sera génial quoi. Donc j'ai vraiment très hâte, je vous en reparlerai de toute façon dès que ce sera lu, mais écoutez, je ne peux que vous la conseiller. Le prochain roman que j'ai lu sur ma liseuse, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Octokill. Il s'agit de Soul of Ashes de Chloé Bennett. Je vous mets la petite image ici, donc très contente de l'avoir reçue. On est dans un monde où il y a énormément de créatures surnaturelles. Notre héroïne, c'est une sorcière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc il y a des sorcières, des démons, des vampires, enfin bref. Et en fait, toute l'intrigue tourne autour du fait que chaque personne chaque personne a une âme sœur. Et une fois que cette âme sœur est trouvée, ils sont obligés d'aller vivre avec elle, même s'ils ne se connaissent pas, de faire leur vie avec elle, sinon ils sont emprisonnés. Donc vraiment le concept d'âme sœur est très très important dans cette société. Le seule chose, c'est que les sorcières ne peuvent pas avoir d'âme sœur, ne peuvent pas être liées, parce que il y a tout un problème avec, enfin je peux pas trop vous en dire parce que sinon j'en dis trop, mais il y a tout un truc autour des pouvoirs des sorcières qui fait que elles ne peuvent pas être liées. Arrive ce qui devait arriver, bien évidemment, notre héroïne qui est donc une sorcière va se lier à une vampire, et c'est à partir de là que tout va commencer. On va rentrer dans un petit triangle amoureux parce que notre héroïne est amoureuse de son meilleur ami, un démon, lui aussi. Et sauf qu'ils ne se l'ont jamais avoué jusqu'au jour où forcément elle est liée à son âme sœur, enfin bref. Sauf que en fait toute l'intrigue va tourner autour du fait que déjà c'est une sorcière, donc elle ne peut pas être liée, et en plus aucune des deux ne veut être liée l'une à l'autre parce que elles s'aiment pas quoi, enfin genre elles veulent pas. Et donc du coup le conseil de cette société va leur ordonner de trouver une solution pour briser ce lien en fait. Donc, elles vont devoir partir avec toute une petite équipe, là, tous leurs amis, donc le meilleur ami démon, un loup-garou, etc., pour essayer de briser ce lien et du coup redevenir normal, ne plus être lié. Écoutez, c'était vraiment pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Après, on sent aussi que c'est un premier tome parce que il y a quelques petites choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a pas mal... il y a quelques petites incohérences. Non, c'est pas que c'est... Non, il n'y a pas d'incohérence, c'est juste que ça va beaucoup trop vite par certains moments, et donc personnellement je n'ai pas eu l'occasion de vraiment m'attacher au personnage, mais franchement il y a de l'idée, c'était vraiment hyper chouette, c'est assez... c'est vraiment dans le... Enfin, il y a vraiment du potentiel. Donc écoutez, j'ai bien aimé, je lirai probablement la suite parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Ça reste forcément très romance, donc si vous n'aimez pas trop le genre, si vous n'aimez pas trop les romances, etc., je vous le déconseille parce que c'est l'intrigue tourne autour de ça, donc forcément c'est très romantique. Mais voilà, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. On sent aussi que je pense que c'est le premier roman de l'autrice, je ne suis pas sûre mais je crois. Il y a quelques petites maladresses mais rien de très grave, et franchement il y a beaucoup de potentiel, c'est vraiment chouette. J'ai pas été touchée comme j'aurais dû l'être je pense, mais voilà, très bonne découverte, donc merci aux éditions de me l'avoir envoyé en e-book, et c'était très cool. On va continuer du coup avec les romans papier cette fois, et je vais vous parler de mes 2 plus grosses déceptions du mois, comme ça on oublie le négatif et on passe plus vite au positif. Alors, la première déception, c'est celui-ci, donc Maître des Djinns de Paisley Clark, publié chez La Talente, qui était donc la maison mise à l'honneur pour le mois de mars pour le challenge SFFF. Et donc ce livre-ci, c'est leur dernière sortie, il me semble, et il était du coup mis en recommandation pour qu'on puisse le lire. On va suivre donc Fatma El Shaharawi, qui est une enquêtrice au ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des Entités Surnaturelles. Ça se passe au Caire en 1912, et on est dans une société qui est... Enfin, en tout cas, notre héroïne est assez moderne pour la société dans laquelle elle vit, parce que déjà, par exemple, bêtement, elle met un pantalon, elle s'habille en pantalon.
c'est une enquêtrice, enfin bref, elle a un caractère bien trempé, elle se laisse pas faire. Et franchement, c'était hyper plaisant de ce côté-là. Par contre, ce qui m'a un peu... je sais pas, en fait là je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer pourquoi je n'ai pas accroché parce qu'il n'y a pas vraiment de raison à part de dire que j'ai trouvé que c'était très lent et que je me suis beaucoup ennuyée. En fait la sauce n'a pas pris, clairement je me suis pas du tout attachée au personnage, ce qui en soi peut ne pas être un problème, mais comme l'intrigue finalement ne m'intéressait pas plus que ça, ben plus ça fait que moins quoi. Bref, du coup voilà, mais par contre je vois le potentiel de ce roman. Je vois l'originalité et je vois aussi pourquoi les gens ont aimé parce que on est vraiment du coup dans une enquête pour découvrir qui est à l'origine d'un assassinat collectif. Il y a vraiment tout un côté très magique du coup avec les djinns, les génies, enfin voilà tout ça. Donc on est vraiment dans une Égypte qui est en prise à la magie et c'est super chouette. Les personnages ont vraiment un caractère propre et sont très comment dire, ont une personnalité très très précise, etc. Et enfin voilà, c'est très intéressant, mais je sais pas, ça n'a pas pris avec moi. En plus la fin elle m'a pas surpris, j'étais un peu oui bah d'accord, ok. Donc voilà, vraiment j'ai passé plus de temps à m'ennuyer qu'autre chose dans ce roman, ce qui est vraiment dommage, mais écoutez, je vous le conseille quand même parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce roman, donc je pense qu'il a de toute façon trouvé son public et qu'il peut plaire à beaucoup parce que l'écriture est vraiment bien, c'est très prenant et tout, mais enfin je dis ça mais ça m'a pas pris quoi, mais voilà, donc un peu en demi-teinte pour ce roman, je suis déçue parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer parce que je trouve que la culture est vraiment hyper intéressante, c'est vraiment bien décrit, c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment bien amené, on a vraiment ce côté très enquête que j'adore, et mais je sais pas, ça n'a pas pris, donc écoutez, dommage. Et ma deuxième déception du mois, c'est un service presse que m'a envoyé les éditions Léa. Il s'agit de La Promesse du Sang, le tome 1 de Brian McClellan. Alors, comment vous dire que ce livre a subi un matraquage commercial incroyable, tout le monde en a parlé à un moment de sa sortie, la maison d'édition a reposté toutes les stories que les gens faisaient, je crois qu'ils ont envoyé quand même pas mal de services presse, donc vraiment, en tout cas dans la bookosphère du fantasy, etc., je l'ai vu passer, mais partout, c'était incroyable, et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur le fait que j'étais hyper hypée de le lire, parce que en plus, certaines personnes l'avaient déjà lu en VO, cette trilogie, et donc en ont reparlé, on en redit beaucoup de bien, etc. Et du coup, voilà, la hype pour moi a été énorme. Et malheureusement, ça n'a pas fait non plus avec moi parce que on est dans un univers qui est hyper dense et hyper bien construit. Mais je trouve que l'auteur n'aide pas du tout le lecteur à s'immerger dans cette histoire. Ça commence déjà, il n'y a pas vraiment de prologue, ce qui en soi n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que souvent ça aide à placer le contexte, à placer les personnages, etc. Là, il n'y en a pas, donc on rentre directement dans l'action. On va suivre du coup un maréchal qui va fomenter un coup d'état et qui va du coup tuer tous les nobles, en fait, le roi et les autres nobles, il va les envoyer à la guillotine et donc sauver le peuple de la famine. Et en fait, ça commence comme ça, avec le coup d'état, clairement, on est directement dedans, c'est hyper dynamique dès le départ, c'est très sanglant aussi parce que du coup, on a cette mise à mort qui est très décrite, avec le sang qui gicle, enfin bref, c'est très très graphique, c'est très bien expliqué, et donc on est dedans directement, et puis ça retombe, enfin pour moi en tout cas, c'est retombé comme un soufflé, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout expliquées, comme par exemple le système de magie qui est hyper original, parce que du coup on est dans de la gunpowder, et les personnages, enfin pas tous, mais donc les poudres mages utilisent la poudre que l'on trouve dans les balles de fusil, ils les avalent et ils ont leur pouvoir, mais c'est pas très bien expliqué, c'est pas très bien décrit, il y a d'autres systèmes de magie qui sont aussi mis en place, et finalement on ne sait pas trop à quoi ça sert, finalement on ne sait pas non plus, à part la famine, pourquoi il y a eu ce coup d'état. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pas facile. En tout cas, moi j'ai pas eu beaucoup de facilité à m'immerger dans ce roman parce que bon, on est directement mis dedans, ça c'est très bien parce que du coup ça n'attend pas et voilà, la hype est là. Mais après ça retombe comme un soufflé, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de trucs sans forcément que
se soit vraiment expliqué. Donc en fait j'ai eu un blocage parce que je n'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage, je n'ai pas du tout réussi à me sentir concernée par ce qui se passait, j'ai pas réussi à être hypée par ce système de magie qui pourtant est génial parce que ça manquait d'explication. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés qui sont pas expliqués, donc c'est pas très simple pour quelqu'un qui n'y connaît rien dans cet univers de se mettre dedans. Et en fait à un moment j'ai vraiment eu l'impression de lire un tome 2. En fait à un moment j'ai vraiment eu l'impression de lire un tome 2 parce que pour moi j'ai l'impression que tout était déjà très bien établi, que l'auteur partait du principe que son lecteur connaissait tout, comme un tome 2 en fait, et du coup ça m'a vraiment perturbée. Et j'ai pas du tout réussi à passer au-dessus de ça. Et donc voilà. Ce qui est vraiment dommage parce que la fin m'a beaucoup plu. Elle était au même titre que le début, très dynamique et très rentre-dedans et très prometteuse pour la suite de la saga. Mais je vous avoue que j'en ai un peu marre de ce genre de roman où le début et la fin sont géniales, on voit des paillettes, etc. Et qu'au milieu, on s'ennuie comme des rats morts pour rien. Donc voilà. Écoutez, encore une fois, ça n'a pas pris. Il y a eu énormément d'avis positifs dessus, donc encore une fois, je pense que ce genre de roman trouvera son public dans tous les cas. Malheureusement, je ne suis pas la cible faite pour, et écoutez, c'est vraiment dommage, je suis vraiment triste parce que je voulais vraiment apprécier et aimer, surtout que la gunpowder, c'est pas un genre que je lis habituellement, et il y a beaucoup de potentiel, et il y a beaucoup de choses positives dans ce roman, mais l'ennui a été plus fort que tout, donc écoutez. Je vous le conseille quand même parce que encore une fois ce n'est que mon avis et comme je vous dis il y a énormément d'avis positifs donc je pense que voilà ça peut plaire dans tous les cas. Il y a eu même des coups de cœur sur ce roman donc ça ne vient pas de nulle part mais voilà il faut quand même qu'il y ait des gens qui n'aiment pas c'est comme ça et malheureusement c'est tombé sur moi. On va passer maintenant à 2 romans que j'ai bien aimés mais sans plus. Voilà c'est pas des bonnes lectures, c'est pas des mauvaises lectures. Sans plus. Le premier c'est Rebelle du désert de Alwyn Hamilton donc c'est le premier tome publié chez PKJ. Que j'avais trouvé en occasion, qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, vu que c'est de la gunpowder également, ça rentrait dans le thème du challenge SFFF, donc je l'ai lu en me disant, si j'aime bien, j'achèterai la suite, si j'aime pas, au moins, ce sera un livre en moins dans ma palle. Alors, je n'ai pas du tout détesté, mais je n'ai pas aimé non plus. Dans le sens où, pour moi, c'est une young adulte cliché de 2016, clairement, il n'y a rien d'innovant, rien de fou. Il n'y a pas de retournement de situation comme par exemple dans Lebenstunnel où on peut se dire ah oui ok il y a des trucs qui sont clichés mais on nous retourne la situation, là pas du tout, c'est très classique, c'est très plat, il y a rien de fifou. Je pense que pour des personnes qui ne lisent pas forcément beaucoup de fantasy ou pour des jeunes qui voudraient commencer dans ce genre de roman c'est parfait parce que c'est sans prise de tête, c'est sans prise de tête. L'univers n'est pas développé au max, mais juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne. C'est assez prenant, il y a une intrigue très intéressante, etc. Les personnages sont clichés, donc très facile pour les jeunes de s'y identifier. Je dis pas que les jeunes sont clichés, mais vous voyez, c'est... voilà, les personnages sont badass, sont beaux, la romance, elle fonctionne direct, tout leur réussit, vous voyez, c'est un peu dans ce genre-là, donc... C'est des personnages auxquels on aime s'identifier, on aimerait ressembler, clairement. Donc pour les jeunes, je pense que pour les jeunes qui voudraient recommencer dans la fantasy, c'est hyper cool. Et en plus, ça se passe dans un univers oriental, donc désert, les génies, etc. Donc encore une fois, un univers qu'on ne rencontre pas souvent. Et donc voilà, pour moi, c'est une très très bonne trilogie, en tout cas un très bon premier tome pour commencer dans la fantasy, pour commencer dans la gunpowder, pour commencer quoi. Mais pour moi, qui lit quand même pas mal de fantasy adulte, etc., c'est vrai que c'est pas très original et ça m'a pas plus plu que ça. J'ai pas détesté non plus, mais voilà. Honnêtement, le premier tome m'a suffi, je lirai pas la suite, mais juste parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais vraiment, encore une fois, je peux la conseiller totalement à des jeunes, quoi. Ou à des débutants dans le genre. Et le deuxième roman, que sans plus, en fait c'est pas que c'est sans plus, c'est que je suis encore un peu perplexe, c'est celui-ci, donc Un papillon en hiver, de Laetitia Mera, par les éditions du Chat Noir, donc c'est un service presse qu'ils m'ont envoyé, et écoutez, je suis un peu perplexe parce que je ne sais pas trop comment me positionner face à ce roman. Ici, donc c'est une réécriture. Ici, c'est une réécriture du conte de Réponse, mais vraiment très très réécrit. On va suivre 4 points de vue différents. Donc Réponse, le frère de Réponse qui s'appelle...
Pourquoi j'ai déjà oublié son prénom? C'est quand même fou ça, il s'appelle pas Georges. Grégory, il s'appelle Grégory. On va suivre donc 4 points de vue, donc forcément le point de vue de Réponse, le frère de Réponse qui s'appelle Grégory, la mère de Réponse qui s'appelle Jeanne et un ami de Réponse qui s'appelle Lucien. Donc on a ces 4 points de vue différents et en fait on rentre directement dans une famille, dans une ambiance très lourde émotionnellement parce que déjà ils ont perdu le père. Qui s'est suicidé ou en tout cas qui est décédé. Donc on rentre déjà dans un univers de deuil clairement qui est très fort ressenti parce que on en parle quoi. On sent que les personnages sont pas hyper heureux. Donc on a par exemple la mère de Réponse qui essaye de faire face à la mort de son mari. On a le frère de Réponse qui essaye de faire face aussi à cette mort, mais aussi qui essaye de prendre son rôle de grand frère en main, mais qui sombre un petit peu dans l'alcoolisme très très lointaine, mais ça commence quoi, il y a des prémices on va dire. Le copain, enfin l'ami de Réponse, donc Lucien, lui est clairement en train de vivre aussi quelque chose de difficile parce que son père est malade, c'est incurable. Donc voilà, il a aussi ce côté de, son père est malade, donc il travaille dans la bibliothèque de son père, mais lui c'est pas du tout son ambition, mais en même temps il se voit pas lâcher la bibliothèque parce que c'est celle que son père a mis tellement de temps à construire, etc. Donc il est dans cette phase où il a envie de faire autre chose de sa vie, mais en même temps il est retenu par son père, par la culpabilité aussi de la maladie, et on a Réponse qui est donc à la base notre héroïne quand même principale, qui elle fait face aussi au décès de son père et qui en même temps fait face au fait que, donc pour savoir, Réponse a un don, quand elle dessine, ses dessins prennent vie, et donc son frère et sa mère sont totalement subjugués par son talent et veulent clairement qu'elle en fasse son métier, qu'elle rentre dans une école spécialisée, etc. Mais elle en fait, Réponse, c'est pas du tout son rêve, elle a pas du tout envie de faire ça et elle est un peu prise entre deux feux parce que elle veut pas décevoir sa famille, mais en même temps elle veut faire ce qu'elle a envie de faire, et donc depuis la mort de son père elle a un blocage complet qui fait que quand elle dessine, son don ne fonctionne plus. Et donc elle est un peu matraquée par sa famille qui arrête pas de lui dire entraîne-toi, il faut pas que tu perds ton don, etc. Donc voilà. C'est un peu les bases de ce roman. Clairement, c'est très lourd émotionnellement parce que aucun des personnages n'est heureux, aucun des personnages ne va bien. Et voilà, on est dans une ambiance très sombre, très froide, très sombre, très froide, voilà. Et on a en plus un autre problème qui va venir chez Réponse, c'est-à-dire que un jour elle va dessiner une fée qui va prendre vie cette fois et qui s'appelle TCA et qui est une très très belle métaphore des troubles du comportement alimentaire. Je dis très belle parce que c'est très très bien fait et donc voilà un nouveau problème, une nouvelle maladie qui va s'abattre sur Réponse clairement. Donc elle va rentrer dans ce cheminement de pensée des troubles alimentaires et donc voilà. Pour bien rajouter un peu de drame, quoi, vous voyez. Clairement, c'est un livre autobiographique parce que, de ce que j'ai compris, l'autrice a eu des troubles du comportement alimentaire et du coup, on sent clairement qu'elle s'y connaît malheureusement et que c'est très réaliste dans le cheminement de pensée, la relation que Réponse a avec les autres par rapport à ses troubles, etc. C'est très réaliste, mais ce qui m'a un peu rendu perplexe, c'est que je trouve que ça sort un peu de nulle part. Alors, j'ai jamais été confrontée à ces troubles, donc je ne sais pas forcément dire comment ça arrive, comment le cheminement de pensée, la psychologie autour de tout ça, mais clairement pour moi là ça venait trop comme un éléphant dans la mare quoi. Il y a aucun prémisse à ça, à part le fait que Réponse est déjà pas très bien dans sa tête à la base, mais je veux dire avant que ça arrive, avant qu'elle dessine cette fée et qu'elle devienne vivante, elle n'a jamais forcément parlé de son poids. Elle n'a jamais vraiment parlé de son physique. Enfin voilà, je trouve que c'est pas assez subtil en fait, ça arrive vraiment d'un coup. Il n'y a pas vraiment ce cheminement, cette descente aux enfers, c'est assez abrupt pour le coup, c'est assez brut de décoffrage. Donc voilà, pour le coup c'est un peu dommage parce que à des moments ça frôlait un peu le mélo, je parle par rapport à tous les problèmes que les personnages ont. Donc vraiment ça frôlait un peu le mélo, donc c'est vrai que parfois c'était un peu compliqué de vraiment s'attacher et on avait juste envie de se dire mais c'est con hein, qu'il y a un peu de bonheur quoi là-dedans. Enfin voilà.
C'est pour ça que je suis un peu perplexe parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est très poétique, il y a beaucoup de métaphores sur les troubles, sur la psychologie, etc., les troubles mentaux, etc. Donc c'est super intéressant, c'est bien écrit, mais c'est vrai que ça manque un peu de subtilité. On passe aux livres qui m'ont beaucoup plu et on va continuer avec les éditions du Chat Noir parce que j'ai aussi reçu de leur part D'or et de mensonges de Célina Fenech, qui est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman, mis à part que c'était vraiment très chouette. C'était très rapide à lire, c'était très agréable. Franchement, j'avais juste un peu peur que la fin arrive trop rapidement, que tout se résolve trop rapidement, et finalement pas du tout, malgré la petitesse du livre. C'était vraiment chouette. Écoutez, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les réécritures de contes, il vous plaira, je pense. J'ai voulu lire un thriller, ce genre de thriller, vous savez, vous le commencez, vous le lisez en une après-midi parce que vous êtes à fond dedans, et c'est ce qui s'est passé avec On se reverra de Lisa Jewell, publié chez Hauteville Suspense. J'ai passé un super moment, voilà, je l'ai lu en une après-midi, c'était vraiment super chouette. On est vraiment dans une histoire de souvenirs, de perte de mémoire, de drame qui s'est passé. On essaye de reconstituer un peu ce qui s'est passé parce que en fait on va suivre un personnage qui a complètement perdu la mémoire, qui ne sait plus qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a fait, et donc on va suivre un peu tout son cheminement pour retrouver la mémoire. On va apprendre des choses, on va voir ce qui s'est passé, etc. Et franchement c'était super cool parce que j'avais des idées, j'avais des théories, et finalement l'autrice a tout balayé pour faire totalement autre chose, et c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai lu en une après-midi, c'est très dynamique parce que les chapitres sont très court, on a toujours envie de savoir, donc voilà, parfait thriller. Une très très bonne découverte, je m'y attendais pas du tout. J'ai lu le tome 1 de La Croisade éternelle, donc la prêtresse esclave de Victor Fleury, publié chez Brajlon. J'espérais aimer forcément vu que je l'ai acheté, mais je pensais pas que j'allais aimer à ce point. Franchement c'était super cool. J'ai adoré le système de magie qui est très original. Donc par exemple en fait on va suivre un héritier royal qui est très insupportable, clairement c'est le pire personnage je pense que j'ai jamais lu de ma vie, qui va... En fait les nobles se lient à des personnes, à des esclaves qu'on va appeler oblats, et ces oblats vont partager un sens avec la personne à qui ils sont liés. Donc par exemple, nous on suit Nizaba, qui est donc l'oblat de peau de l'héritier royal, et donc quand par exemple l'héritier royal a froid, et bien Nizaba va avoir froid aussi, etc. Il a un oblat de sommeil qui peut dormir à sa place, il a un oblat de l'ouïe, de la vue, machin, enfin bref, c'est vraiment super original je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé ce système de magie qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous raconte là, mais voilà, c'était pour juste vous introduire le truc. Et en fait on va suivre du coup cet héritier royal qui à la base devait prendre le trône, sauf que comme c'est un petit con, clairement on va pas se mâcher ses mots, c'est un petit con arrogant et imbu de sa personne, sa mère le destitue, et lui son ego en prend un coup, et pour montrer qu'il est totalement capable de régner à la place de sa sœur, eh bien il décide de partir en croisade. D'où la croisade éternelle, et donc forcément il va amener avec lui tous ces oblats parce qu'ils ne peuvent pas être séparés très longtemps, et du coup il va partir en guerre, en croisade, clairement pour montrer que c'est lui le plus fort, le plus beau, le plus tout ce que vous voulez, bref. Donc voilà, il est très insupportable, même s'il y a une belle évolution quand même de la part de ce personnage. Finalement on s'y attache parce que on se rend compte de beaucoup de choses. Il y a énormément de mystères autour du coup des oblats et de la croisade, enfin bref, beaucoup de mystères on a des réponses à certaines questions à la fin, d'autres qui arrivent aussi. Franchement la fin de ce tome 1 est juste incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée aussi à Nizaba qui subit un peu tout ce qui lui arrive, mais en fait elle fait tout ça parce qu'elle veut surtout protéger son fils à elle. Enfin vraiment c'était super cool, et écoutez, j'ai vraiment très très hâte de lire la suite, de voir ce que ça va donner, et je ne peux que vous la conseiller. C'est une fantasy qui est très accessible aussi, l'écriture est hyper fluide, l'univers est bien décrit, il y a vraiment un bon world building, mais qui reste totalement accessible et très bien expliqué, donc écoutez, très bonne surprise. Ensuite je vais vous parler d'un service presse que j'ai reçu de la part de Albin Michel Imaginaire, qui est sorti le 30 mars. Il s'agit de L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi, qui est donc un auteur américain d'origine nigériane, enfin ses parents sont nigériens. Lui, il est né en Amérique, mais bon, voilà. Et en fait, c'est une nouvelle qui fait 150 pages. Donc en fait, le roman, pour vous expliquer, enfin le livre fait 180 pages.
Il est composé du coup de la nouvelle qui en fait 150 et ensuite on a 2 articles écrits par l'auteur sur la condition des Noirs en Amérique et plus précisément la violence policière faite aux Noirs. Et donc du coup c'est très actuel et j'ai trouvé que c'était écrit de façon très très intelligente. C'était vraiment super chouette, ça dénonce et bon forcément il va un peu dans les extrêmes plus dans sa nouvelle parce que c'est fantastique, il y a tout un truc de don et il veut choquer forcément, mettre... Enfin, il veut essayer que les gens se rendent compte de beaucoup de choses, donc forcément c'est parfois... Enfin, il va dans les extrêmes, mais en fait c'est pas si extrême que ça parce que finalement en lisant cette nouvelle on se rend compte que clairement ça pourrait arriver et c'est un peu le cas et c'est vraiment triste. Donc on va suivre Ella qui a un don. En fait, dès qu'elle voit un enfant, elle peut savoir ce qu'il va devenir, donc s'il va mourir bientôt, son futur métier, etc. Et on va suivre également Kevin qui naît en 1992 pendant les émeutes provoquées par l'acquittement des policiers impliqués dans l'affaire de Rodney King. Et donc il va naître dans une ambiance très violente, quoi. Et en fait, on va voir que ça va avoir un impact énorme sur sa vie. Et parce qu'on va l'appeler l'enfant des émeutes, etc. Et clairement, on voit direct, on est mis dans l'ambiance, quoi. Clairement que, encore une fois, la violence policière faite aux personnes noires, etc. Nos héros vont déménager avec leur mère. Mais voilà, ils vont déménager en espérant être loin de la violence, mais finalement celle-ci est toujours là, et l'injustice aussi. Et donc on va voir ce que ça va avoir comme impact sur leur vie. Ce qui était super intéressant, je peux pas trop vous en dire, étant donné que c'est une nouvelle, donc voilà, c'est très rapide. Mais Ella, qui avec son don, va se rendre compte qu'elle peut l'utiliser autrement que juste voir ce que les gens peuvent devenir. Et donc c'est là que ça va devenir intéressant. Et c'est vraiment c'est vraiment écrit d'une manière très intelligente. On sent vraiment la colère de l'auteur face à ce qui se passe dans son pays, face à l'injustice que les personnes noires subissent. Enfin, la violence, etc. On sent vraiment cette colère, on sent vraiment cette envie de dénoncer, cette envie de changement, cette envie en fait d'être libre. Le fait qu'il y ait des articles après derrière, c'est encore plus intéressant. Franchement, je peux que vous le conseiller, même, voilà, même si ici dans notre petit pays, enfin en tout cas moi en Belgique, plus en tant que personne blanche, je suis pas réellement concernée par cet état de fait. J'estime que c'est quand même important de lire ce genre de roman pour savoir que encore une fois ça existe, que ça existe toujours et il faudrait que ça s'arrête, quoi, mais bon. Je vais vous présenter maintenant une dystopie. Vous le savez, c'est mon genre favori, je suis très friande de dystopie, même si c'est pas très original, et j'ai lu Sistra, donc première épreuve de Marine Stengel, publiée aux éditions Plume Blanche, et j'ai vraiment adoré. Déjà, regardez-moi cette couverture qui est vraiment super belle, et vraiment c'était super cool. Alors, encore une fois, c'est une dystopie, c'est un genre assez compliqué, dans le sens où c'est très difficile d'être original dans une dystopie. Les auteurs vont toujours piocher dans les mêmes styles, surtout dans la dystopie young adulte. On peut toujours comparer avec les dystopies qui ont été hyper célèbres, du style Hunger Games, Battle Royale, Divergente, etc. C'est très facile. Mais ce que j'ai bien aimé dans celle-ci, c'est que même si au départ, le pitch original ressemble à toutes les autres, l'autrice a quand même réussi à mettre sa patte dans ce livre et à rendre le tout original. Donc ici on est dans un univers où la planète est clairement en PLS à cause des abus humains, et donc la société a décidé de réduire au maximum les naissances pour éviter la surpopulation, et donc maintenant on a la règle de l'enfant unique, clairement. Et donc maintenant on a la règle de l'enfant unique. Sauf que bien évidemment, parfois il y a des accidents et certains parents font 2 enfants, et donc pour pallier à ça, il y a aussi la loi Sistra du coup qui a été créée, c'est-à-dire que les enfants vont être séparés et chacun envoyé dans une école bien particulière, et à la majorité de l'aîné, ils vont être envoyés dans une sorte d'arène qui a été prévue exprès pour ça, et ils vont devoir s'entretuer en fait parce qu'il ne peut en rester qu'un, et quitte à en choisir un, autant que ce soit le meilleur des deux. On va suivre Kali et Kaya qui sont donc sœurs. L'une va être envoyée dans l'école qui se base sur l'intellect, clairement, et l'autre va être envoyée dans l'école qui se base sur le physique. Donc déjà, on peut se dire qu'il y a quand même un problème d'égalité des chances, parce que entre une personne qui ne fait que étudier et l'autre qui ne fait que s'entraîner pour tuer, on se dit qu'il y en a une qui a plus de chances que l'autre de survivre. Bref, mais bon,
Voilà. Donc le livre est divisé en plusieurs parties, donc, enfin en 2 parties surtout. La première partie, c'est la partie où on va rencontrer les personnages, où l'univers va être mis en place et où on va être dans les écoles avec nos personnages. Et la deuxième partie, c'est le moment où Kali, qui est donc l'aînée, atteint sa majorité et donc toutes les deux vont être amenées dans ce pays qui sert d'arène pour s'entretuer. Voilà, c'était super chouette. Franchement, j'ai adoré. Comme vous le voyez, le pitch original, le pitch de base n'est pas très original parce que ça ressemble à beaucoup, mais comme je vous disais, l'autrice a vraiment réussi à mettre sa patte, à mettre son originalité justement dedans au fur et à mesure de la lecture et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On se rend compte qu'il n'y a pas que un problème de surpopulation, qu'il y a beaucoup plus de choses derrière, enfin une société forcément qui ne va pas comme dans la dystopie. On a vraiment ce côté très fraternel entre les deux sœurs. Il y a vraiment une belle évolution en fait entre les personnages et c'est vraiment super intéressant. On a une petite romance mais qui ne prend pas trop de place dans l'histoire, donc voilà, c'est cool et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit l'autrice, ce livre peut très bien se lire en one shot. Même si d'après ce qu'elle m'a dit, elle a prévu quand même d'écrire un tome 2. C'est vrai que voilà, on pourrait très bien s'arrêter là, mais la fin serait méga ouverte. Mais on pourrait très bien s'arrêter là, mais moi ça me suffit pas parce que j'ai tellement adoré, j'ai tellement encore des questions auxquelles on m'a pas donné les réponses que j'ai juste hâte du coup que le tome 2 puisse sortir pour que je puisse avoir peut-être plus de réponses à mes questions. Mais vraiment c'était super cool quoi, enfin c'est une dystopie qui fonctionne vraiment bien. Vraiment, si vous aimez ce genre, écoutez, foncez parce que c'était génial. Et enfin, les 2 derniers livres que je vais vous présenter sont un peu dans la même veine, ce qui est assez drôle. Le premier que je vais vous présenter, vous l'avez sûrement vu passer énormément sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, il y a eu une pub de malade. Il s'agit de Galante de V.I. Schwab, publié chez Lumen. J'étais un peu mitigée parce que voilà, il y a eu encore un énorme matraquage sur ce roman, mais je sais pas, il m'a appelé, il m'a énormément intéressée, du coup je me suis lancée, je l'ai acheté et voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je reste un peu déçue par la fin, mais bon, ça je vous expliquerai après. Du coup dans ce roman on va suivre Olivia, qui est une jeune fille muette qui, quand elle était bébé, a été déposée sur les marches d'un orphelinat, donc voilà, elle est orpheline, elle a plus de famille, jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre de son oncle qui va donc lui apprendre qu'elle a encore une famille et que on l'attend à Galante, qui est donc le nom du manoir. Elle se retrouve à Galante et en fait elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout la bienvenue et que personne en fait ne lui a envoyé cette lettre. Donc déjà on est dans un premier mystère, qui est cette personne qui lui a envoyé la lettre. Donc voilà, on a déjà ça. De plus, Olivia, la seule chose qu'elle a de sa maman, c'est son journal intime dans lequel sa mère, forcément racontait un peu certaines choses, et Olivia se rend compte que au fur et à mesure des écrits de sa mère, celle-ci devient un peu pas folle, mais un peu perturbée, un peu paniquée par certaines choses, et surtout que son journal intime est ponctué de dessins qui, je trouve, sont vraiment magnifique, très mélancolique, très métaphorique, très poétique, enfin bref, tout ce qu'on peut dire antique. Et ça apporte vraiment un plus, et du coup il y a encore ce mystère de pourquoi est-ce que la mère d'Olivia est devenue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le mystère qui englobe son père et sa mère, enfin bref, il y a vraiment pas mal de mystères. Clairement, c'est un mot qui peut désigner ce livre, totalement mystère. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que du coup elle va se rendre compte que Galante n'est pas forcément ce qu'elle a l'impression que c'est. Elle va se rendre compte que Galante renferme beaucoup de secrets, qu'il y a beaucoup de choses étranges qui s'y passent. Et donc c'était vraiment super cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est très sombre, très froide, En fait, j'avais l'impression d'être dans un brouillard complet parce que c'est très métaphorique, c'est très poétique et il y a tellement de mystères qu'on ne sait pas où on va. Et le fait, je trouve, que Olivia soit muette, ça donne encore une dimension encore plus brouillardeuse, je sais pas comment, encore plus embrumée plutôt de ce roman, parce que déjà il y a un problème de communication dans le sens où Olivia, du coup, elle ne peut pas s'exprimer oralement, elle signe, mais forcément les gens en face ne savent pas forcément signer non plus, donc c'est il y a ce problème de compréhension, ou alors elle écrit mais il y en a qui ne savent pas lire, donc il y a aussi ce problème de compréhension. Donc en fait on ressent fort la solitude qui pèse sur Olivia et tous ces mystères qui l'entourent quoi, et franchement c'était super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, enfin je l'ai lu très rapidement en plus, enfin je vous dis, le fait qu'il y ait
des dessins et qui sont très très beaux. Enfin franchement je suis déçue de pas pouvoir les arracher du livre parce que j'aurais bien voulu les mettre à mes murs. Je les trouve vraiment super beaux. Bref, mais voilà, c'était super cool. La seule chose qui m'a déçue, c'est la fin que j'ai trouvé un petit peu trop facile et trop rapide. Malheureusement, c'est un risque, hein, et c'est ce qui arrive souvent parfois dans les romans. Donc voilà, j'aurais limite préféré une centaine de pages de plus pour que ce soit moins rapide et un peu plus cohérent, on va dire. Mais écoutez, c'est pas très grave parce que le reste du livre était vraiment chouette. J'ai vraiment passé un super bon moment et je vous le recommande. En tout cas, Vi Schwab, c'était le premier roman que je lisais d'elle et je comprends un peu le succès qu'elle a et je pense clairement me pencher sur ses autres romans parce que j'ai beaucoup aimé son écriture. Et enfin, le dernier roman de ce long update de lecture, il s'agit de The Corpse Queen de Heather M. Herman, publié chez les éditions Brajlon Castlemore à la collection Phibbs, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai enlevé la jaquette qui est très belle. J'adore cette couverture, mais elle est très fragile parce que c'est comme une sorte de papier crépon, enfin je sais plus comment on dit, bref. Et donc j'ai trop peur de l'abîmer parce qu'elle est déjà arrivée abîmée avec ma commande. Donc je l'ai enlevée, mais j'aime beaucoup cette couverture aussi, donc parfait. Écoutez, j'ai adoré. Franchement, je m'y attendais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On est donc en Philadelphie au 19e siècle, si je me trompe pas. Et on va suivre Molly, qui aussi est une orpheline, qui va recevoir aussi une lettre pour lui dire que elle a encore une tante. Et que sa tante voudrait qu'elle vienne habiter avec elle, donc c'est ce qui va se passer. Et en fait, elle va se rendre compte que sa tante, c'est pas n'importe qui, c'est la reine des cadavres. C'est-à-dire que elle va employer Molly pour que la jeune fille toutes les nuits aille chercher des cadavres en fait, mais pas pour rien, tout simplement parce que sa tante héberge entre guillemets pas tous les soirs, mais régulièrement dans sa cave, un docteur qui donne des cours d'anatomie à des futurs chirurgiens. Et donc c'est un peu, comme c'est un peu illégal de travailler sur les cadavres, etc., c'est fait en secret. Donc vraiment j'ai adoré cette ambiance très illégale. Oula. J'ai beaucoup aimé cette ambiance très illégale, très secret qu'il y a. Molly qui voyage dans les rues de Philadelphie le soir dans des endroits un peu malfamés pour aller chercher des cadavres. Enfin bref, c'était super intéressant. C'est un peu glauque dit comme ça, mais l'histoire est un peu glauque. Donc on est vraiment dans un côté très moderne, très féministe de la société, parce qu'avec Molly qui se rend compte que finalement la femme doit rester femme au foyer, mais elle ne veut pas ça. Elle veut devenir chirurgienne parce que le fait de travailler avec les cadavres, de voir les cours, etc., elle se rend compte que ça l'intéresse énormément. Et donc du coup elle va tout faire pour pouvoir participer à ces cours. Elle va pas être hyper bien vue, elle va pas être très bien être acceptée étant donné que c'est une femme, il n'y a pas d'autre raison, voilà. Mais finalement, elle va quand même réussir à se faire une place grâce à son caractère bien trempé et sa volonté, et c'était super intéressant. On a vraiment limite des cours de médecine autour de ces cours de chirurgie, et donc voilà, c'était super cool de voir les prémices de l'anatomie, de la chirurgie, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a un petit côté historique qui est vraiment hyper intéressant. Et tout ça sous un fond de enquête parce que en fait au début du livre on nous explique que la meilleure amie de Molly qui était dans l'orphelinat aussi a été retrouvée assassinée. En fait tout le monde pense qu'elle s'est suicidée, mais Molly est persuadée que non, qu'elle s'est fait assassiner, et donc elle va essayer de profiter du fait qu'elle soit sortie d'internat pour aller vivre avec sa tante, pour essayer de découvrir qui a tué sa meilleure amie. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui sévit dans la ville de Philadelphie et qui tue les jeunes filles. Et donc, voilà, il y a aussi ce côté très mystérieux, très enquête, très un peu stressant, parce que on se demande bien qui est à l'origine de tout ça, et on se dit que Molly, elle est quand même en danger, parce que elle côtoie des gens pas très recommandables, elle travaille tard la nuit, enfin bref, il y a vraiment ce côté très glauque, très sombre, très sale aussi, des rues pas peu recommandables, etc. Et enfin, cadavres, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une ambiance très particulière que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui m'a un peu retourné le cerveau, parce que j'avais des théories et finalement l'autrice nous a dit non, c'est pas ça, hop, tout balayé, et elle nous a posé ce qu'elle pensait comme ça sur la table, et on s'est dit ok, ça me va très bien aussi. Franchement, c'était super cool, et la fin est hyper cohérente par rapport aux personnages, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils sont et tout. Et non, franchement, c'était une très bonne lecture, un petit coup de cœur, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce genre de one shot où on en voudrait plus, mais en même temps pas, parce que ça suffit à lui-même. Et
Franchement, c'était vraiment cool. Écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour mon update lecture qui était très long. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que j'ai réussi à bien expliquer ce que je ressentais par rapport à certains livres, que j'ai potentiellement réussi à vous donner envie d'en lire certains. N'hésitez pas, vous, à me dire votre bilan du mois de mars, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé ou pas. Enfin bref, comme d'hab, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire. Ça me ferait très très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bah écoutez, moi je vais aller... continuer à lire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!